Moi, ce que je défends avec l'idée de propriété temporaire, c'est l'idée d'une société où tout le monde pourrait détenir, posséder quelques centaines de milliers d'euros et où il n'y aurait pas des personnes qui en détiennent des milliards. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de réduire le taux de 90% sur l'impôt progressif sur les propriétés qui est mentionné dans le livre. Il faut préciser qu'il s'applique sur des fortunes supérieures à 1 milliard d'euros, même 2 milliards d'euros dans le livre. Donc, une personne, bon, mettons 1 milliard pour simplifier, se retrouverait à posséder 100 millions. Mais enfin, 100 millions, ça permet quand même de faire des choses. Thomas Piketty, bonsoir. Bonsoir. On est ravis, comme l'a dit Fabienne Pascaud, de vous recevoir. Mais alors, tous les deux, on a un double défi, je crois, ce soir. C'est d'abord que 45 minutes pour 1232 pages. J'ai fait un calcul rapide, ça fait 2,19 secondes par page, qui sont très denses. Alors, c'est stimulant, mais ça va être difficile. L'autre défi, il est plutôt pour moi, c'est que vous avez donné, comme chacun l'a vu, tellement d'entretiens ces derniers temps, que j'espère que vous n'allez pas lever les yeux au ciel après ma première question en disant « mais c'est pas clair déjà dans mon livre tout ça, mais on va y arriver ». D'autant plus que je suis aidé par le fait que votre livre, Capital et idéologie, n'est pas seulement un livre d'économie. C'est un livre aussi de sciences politiques, une histoire des mentalités aussi, des mentalités politiques, il y a même question de littérature. Et au fond, en préparant l'entretien, je me disais, c'est un livre encyclopédique. C'est un livre encyclopédique à la manière, d'une certaine manière, des encyclopédistes des Lumières. Et on pourrait imaginer y entrer, finalement, dans ce livre par l'entrée inégalité ou justification, puisque c'est un livre qui raconte l'histoire des justifications des inégalités à travers le monde et à travers les époques. Du coup, le Thomas Piketty que je rencontre ce soir, c'est pas simplement l'ancien élève de l'école normale supérieure ou de l'EHESS, c'est pas seulement l'auteur de Capital et idéologie, c'est pas seulement le professeur de l'école d'économie de Paris, c'est un encyclopédiste. Et j'avais envie de vous poser comme question, pour commencer, pourquoi embrasser si large pour un sujet comme celui-là ? Merci d'abord pour ces paroles. C'est vrai que dans ce livre, j'essaye donc d'écrire une histoire des systèmes de justification de l'inégalité. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre, notamment quand je prends beaucoup de plaisir à parler d'autres livres. C'est peut-être une des différences importantes par rapport au livre précédent qui était très monomaniaque, disons, par rapport aux sources que je présentais. Ça avait aussi ses forces, mais ça avait quand même des limites. Celui-là, Capital et idéologie, est plus riche parce qu'il traite de beaucoup plus de sociétés, de périodes historiques différentes, en s'appuyant forcément sur les travaux de beaucoup de chercheurs en sciences sociales, parce que je suis incapable moi-même j'ai pas eu accès à toutes ces archives sur l'Inde, sur le Brésil, sur l'Afrique du Sud, sur beaucoup de pays que je traite, que parfois je connais en partie de première main par des archives, des sources que j'ai exploitées moi, mais que je connais beaucoup à travers les travaux de beaucoup de chercheurs en sciences sociales, dont je prends beaucoup de plaisir de raconter ce qu'ils ont trouvé. Pourquoi ce besoin de brasser aussi large ? Il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que je veux, d'une certaine façon, dans ce livre, rendre hommage à cette espèce d'imagination infinie des sociétés humaines, à essayer d'inventer des solutions finalement aux problèmes de vie en communauté qu'on a tous à résoudre. Et j'essaye de montrer que finalement toutes les sociétés humaines, tous les régimes inégalitaires, même quand ils nous paraissent aujourd'hui complètement extrêmes, je raconte les sociétés d'ancien régime, les sociétés de propriétaires au XIXe siècle, les sociétés esclavagistes et la fin des sociétés esclavagistes où on se retrouve à compenser financièrement, indemniser les propriétaires d'esclaves et non pas les esclaves eux-mêmes, donc des formes extrêmes d'inégalité, les origines de la société de caste en Inde. Et en même temps, j'insiste sur le fait que chacune de ces sociétés, il y a toujours un minimum de plausibilité, de vérité dans le discours qui est tenu pour essayer d'équilibrer le pouvoir des différents groupes sociaux. C'est jamais un pur voile. C'est toujours plus compliqué que simplement des groupes dominants qui veulent se maintenir au pouvoir et qui expliquent que voilà, ils sont là pour dominer, les autres sont là pour obéir. C'est toujours beaucoup plus sophistiqué que ça. Et ça, c'est important comme leçon. Pourquoi ? Parce que parfois, aujourd'hui,
on s'imagine être beaucoup plus sophistiqué, on s'imagine qu'on a un système d'inégalité qui est plus méritocratique, qui est plus juste, qui est plus choisi, qui est plus au service de l'intérêt général. Enfin, en tout cas, c'est un discours qui nous est servi. Et je pense qu'en vérité, les justifications actuelles du régime inégalitaire sont tout aussi folles par certains côtés que celles du passé, ou celles du passé, en tout cas, ne sont pas plus folles que celles du présent, et qu'il faut mettre à distance, pour réussir à mettre à distance les systèmes idéologiques du présent, il faut faire ce long détour par l'histoire. Il faut sortir aussi de la civilisation européenne et de sa branche nord-américaine, parce que c'est vrai qu'il y a eu, à l'âge colonial, une façon de justifier le colonialisme par l'idée d'une supériorité institutionnelle, morale, civilisationnelle. L'Inde est un cas extrême. C'est-à-dire on justifie la colonisation en expliquant que, en gros, que la civilisation hindoue et l'Inde, c'est une civilisation barbare qui chérit l'inégalité avec toutes ses rigidités de caste, alors qu'en vérité, c'est dans une large mesure le colonisateur britannique qui se met à rigidifier ces catégories, parce que aussi ça l'arrange bien de mettre tout le monde dans des boîtes et de distribuer des droits et des devoirs en fonction de ça, et ça conduit pour le coup à rigidifier considérablement la structure sociale en Inde. Donc il y a besoin de ce grand détour par les sociétés coloniales, les sociétés esclavagistes, pour mieux appréhender le monde d'aujourd'hui. Alors, vous avez très très bien débroussaillé votre propre livre, bravo. Maintenant, j'ai une question pour préciser un peu. Je partirai d'une citation, finalement, pour rappeler quel est l'objectif aussi de ce livre. C'est « Chaque régime inégalitaire repose au fond sur une théorie de la justice. Les inégalités doivent être justifiées et s'appuyer sur une vision plausible et cohérente de l'organisation sociale et politique idéale. » C'est au fond un premier uppercut, si je puis dire, à une idée qui a traversé les siècles, qui disait au fond que les inégalités étaient naturelles ou alors éventuellement décidées par Dieu. Oui, alors tous les groupes dominants et toutes les civilisations ont tendance à essayer de naturaliser les inégalités, disons, à expliquer qu'il oui, il y a quelque chose de naturel, il y aurait quelque chose de naturel dans les inégalités du présent et qu'il ne faut pas songer à les transformer, faute de quoi on se retrouverait confronté à d'immenses malheurs, et donc il ne faut surtout pas songer à trop les transformer. Sauf que la réalité historique que je décris, c'est qu'on a toujours des transformations extrêmement rapides des régimes inégalitaires, avec une rapidité souvent les contemporains n'auraient pas imaginé. Et donc, toutes les histoires que je raconte dans le livre, vraiment, s'opposent très nettement à l'idée d'essence civilisationnelle qui serait par nature égalitaire ou inégalitaire. Je mentionnais le cas de l'Inde à l'instant. C'est important parce que pendant très longtemps, le discours occidental, qui tentait de justifier la colonisation, expliquait que voilà, les Indiens étaient indécrotablement inégalitaires depuis toujours, depuis des milliers d'années. Les castes, ils ne pouvaient penser le monde qu'en des termes rigides. Ce qui justifiait en partie le projet colonisateur, alors qu'en vérité, si on regarde les choses dans le détail, on se rend compte qu'il y avait une réalité sociale et politique extrêmement évolutive en Inde avant l'arrivée des Britanniques au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, que les Britanniques ont rigidifié, et qu'ensuite l'Inde indépendante a tenté de faire face avec les moyens de l'état de droit à cet héritage inégalitaire considérable, en développant des systèmes de discrimination positive pour permettre aux femmes, aux groupes sociaux anciennement discriminés, d'accéder aux fonctions électives, d'accéder à des fonctions d'emploi public, des fonctions, des places dans l'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas d'idéaliser ce qui a été fait, mais il y a une vraie tentative de venir à bout, finalement, d'un héritage inégalitaire très lourd. On a aussi des pays, j'évoque notamment dans le livre le cas de la Suède, qui est très, très marquant, parce qu'aujourd'hui, on voudrait expliquer parfois, lorsqu'on parle de l'égalité en Suède, les vertus suédoises qui n'ont pas besoin de grands palais pour leur gouvernement et de grandes dépenses somptuaires, de homards, etc., etc. Des fois on dit oui, mais les Suédois, ils sont excessifs dans leur égalité, et puis ils ont cette culture égalitaire, cette espèce d'amour infini de l'égalité depuis toujours. De toute façon, on n'arrivera jamais à les copier et c'est même pas la peine. Enfin, on les assigne à une culture profondément différentes. Aux États-Unis, c'est aussi très courant de dire ça quand des candidats, par exemple aujourd'hui démocrates à l'investiture pour la présidentielle, disent vouloir faire une assurance santé universelle à la suédoise ou à la scandinave. On leur dit mais attendez, nous on n'est pas la Suède, c'est pas notre culture. Alors qu'en fait il n'y a pas de culture égalitaire inégalitaire. Et d'ailleurs la Suède, c'est quelque chose de très frappant, jusqu'au début du XXe siècle, était un pays
incroyablement inégalitaire, beaucoup plus sophistiqué dans son organisation de l'inégalité que ce qu'on avait par exemple en France ou au Royaume-Uni, avec en particulier un système politique vraiment inouï qui consistait à allouer les droits de vote en proportion de la fortune de chacun et des impôts payés par chacun. C'est-à-dire c'était beaucoup plus sophistiqué que... Bon, en France, à l'époque des monarchies censitaires, de 1815 à 1848, en gros, c'est les 1% les plus riches ont le droit de voter et les 0,1% les plus riches ont le droit d'être candidats à la députation. Donc c'est assez simple, finalement. Les contribuables ISF votent et la tranche supérieure de l'ISF peut être candidat. Bon, c'est simple. Les Suédois, eux, raffinent ce système. En France, c'est fini en 1848, et à partir de 1871, c'est la Troisième République, c'est le suffrage universel. Les Suédois, eux, arrivent beaucoup plus tard dans le processus, et de 1865 à 1911, mettent en place un système de droit de vote où, en gros, les 20% les plus riches ont le droit de vote, mais à l'intérieur des 20%, vous pouvez avoir de 1 à 2 à 3 à 100 droits de vote en proportion des impôts que vous payez et de votre fortune. Donc ça va beaucoup plus loin dans l'organisation du suffrage censitaire, et même aux élections municipales, il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire si vous êtes infiniment riche, vous pouvez avoir une quantité infinie de droits de vote. Et de fait, vous avez plusieurs dizaines de communes en Suède où un seul électeur a plus de la majorité des droits de vote. Ce qui fait ce qui nous fait des dictateurs à la légitimité démocratique impeccable. Et c'est notamment le cas du Premier ministre de Suède, qui est un comte, un aristocrate, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et qui est parfaitement légitime dictateur dans sa commune. J'ajoute que les entreprises également ont le droit de vote dans les élections municipales en Suède jusqu'en 1911 en proportion du capital investi dans la commune et des impôts. Donc vous voyez que là, on va quand même très très loin dans la confusion entre la société par action, la démocratie territoriale et l'utilisation de l'argent. Donc ça, c'est la Suède jusqu'en 1911. Et puis, on est dans un pays qui est quand même très éduqué par rapport à la moyenne européenne de l'époque, en partie du fait des racines protestantes. Et bon, il y a beaucoup de gens que cette situation énerve beaucoup, évidemment. Et vous avez finalement une mobilisation ouvrière, syndicale, social-démocrate, qui fait que très rapidement, tout va basculer dans les années 1920. Et à partir de 1932, le Parti social-démocrate impose le suffrage universel, prend le pouvoir, est au pouvoir pendant 60 ans, sans discontinuer, et met au service la machine étatique suédoise qui, avant, comptait les fortunes, les propriétés pour allouer les droits de vote, se met à les compter, au contraire, pour faire de l'impôt progressif sur les plus hautes fortunes, et organise l'État social, l'assurance maladie universelle, l'éducation gratuite et obligatoire, et inverse complètement l'utilisation. C'est un exemple qui est intéressant parce que ça se passe très très vite, une mobilisation populaire très forte, et ça montre vraiment à quel point, enfin, si quelqu'un en 1910 avait prédit à la Suède un avenir égalitaire, ça n'aurait pas marché. Donc ces choses-là ne relèvent pas d'essence civilisationnelle différente, ça relève d'idéologie, de lutte politique et idéologique dont j'essaye de retracer l'histoire dans le livre, parce que je pense que dans le fond, c'est une des façons les moins bêtes qu'on ait à notre disposition pour se préparer au bouleversement de l'avenir, qui ne manqueront pas d'arriver, quoi qu'en disent les conservateurs. On aura l'occasion d'en parler, c'est la 4e partie de votre livre, sur ce qu'on peut faire justement. Mais peut-être en aparté, on incise, ce que vous venez de décrire par rapport à la Suède, c'est aussi la preuve qu'avec les mêmes institutions, d'une certaine manière, on peut décider d'avoir une manière de structurer l'égalité bien différente de ce qui existait précédemment, et donc sans violence. Oui, c'est-à-dire que la formation de l'État centralisé moderne, que ce soit en France avec l'absolutisme, puis la Révolution française, ou en Suède ou au Royaume-Uni, peut être mise au service de projets politiques, idéologiques très, très différents. C'est-à-dire que dans ce passage qu'on voit en France avec la Révolution française et le fait que le système de justice en particulier soit transféré au niveau de l'État centralisé et n'appartiennent plus aux élites locales, puisque sous l'Ancien Régime, c'était souvent le seigneur ou l'évêque, parfois, qui disposait du pouvoir juridictionnel de dire la justice. Donc la Révolution française transfère ce pouvoir au niveau de l'État centralisé et ainsi réalise un certain objectif d'égalité face au droit, en particulier face au droit de propriété. Bon, en pratique, cette ambition émancipatrice, cet objectif d'égalité, se heurte quand même à des limites considérables, en particulier un refus de véritablement diffuser la propriété. Donc on a un système, et c'est un des paradoxes sur lesquels j'ouvre mon enquête dans ce livre, c'est que la Révolution française avait cette promesse d'égalité qui
en partie est devenue une réalité avec l'égalité face au droit, mais qui en fait s'est heurté à une concentration croissante de la propriété, de la richesse au cours du 19e siècle, à tel point qu'à la veille de 1914, la concentration de la propriété est encore plus forte qu'à la veille de la Révolution française. Comment on peut expliquer une chose pareille? À la Belle Époque, finalement, les inégalités sont plus puissantes que, en gros, à la veille de la Révolution. Encore plus forte. Alors, moi, l'explication que je développe, c'est que finalement, on était tellement fiers de cette Révolution française et de cet État centralisé qui avait pris le contrôle de l'appareil de justice et de l'appareil de protection des droits individuels par rapport aux anciennes élites locales, que finalement on s'est un peu reposé sur ses lauriers et on a faim d'ignorer le fait que la propriété était tellement sacralisée et les droits de propriété de ceux qui étaient propriétaires au départ étaient tellement fortement garantis qu'il n'y avait pas vraiment d'ouverture sociale, de possibilité d'entrer dans le jeu. Et il y avait un régime légal qui, de fait, revenait dans certains cas à vraiment sacraliser la propriété. Je rappelle que jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a un refus complet de toute forme d'impôt progressif. C'est-à-dire qu'il y a des droits de succession au 19e siècle en France, mais c'est 1%, quel que soit le montant de votre fortune. C'est-à-dire que vous léguiez 1000 francs ou 10 millions de francs, c'est 1%. Donc ça vous permet simplement d'enregistrer vos droits de propriété, mais il y a non seulement aucune redistribution, mais une espèce d'accumulation sans fin qui se produit dans certaines familles et pas dans d'autres. Il y a aussi un système d'appropriation coloniale et d'appropriation dans le reste du monde qui constitue quand même à la veille de 1914 une bonne partie des plus hauts patrimoines sont des patrimoines investis dans le reste du monde, le canal de Suez, le caoutchouc d'Indochine, les emprunts russes. Et là, avec l'aide d'un appareil d'État qui, pour le coup, est mis au service d'un projet colonial, d'un projet d'accumulation de patrimoine. Je rappelle dans le livre à quel point l'esclavage est aboli en 1848. Sur l'esclavage, oui. Mais en fait, on a des formes de travail forcé qui continuent dans les anciennes îles esclavagistes pendant des décennies après la fin de l'esclavage, et même en Afrique de l'Ouest jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, on a des formes de travail forcé. Dans l'entre-deux-guerres, la France, qui a officiellement fait partie de l'Organisation internationale du travail, qui est donc une des organisations internationales qui est créée en 1919 avec la Société des Nations, qui va finir par pas très bien jouer son rôle. Bon, l'Organisation internationale du travail continue, elle, d'exister jusqu'à aujourd'hui et joue un rôle fondamental. Mais dans l'entre-deux-guerres, la France, enfin le gouvernement français, refuse de ratifier la Convention de l'OIT parce que l'OIT met la France en demeure de cesser ses pratiques de travail forcé en Afrique, notamment au Congo. Il y a ces fameux travaux sur la ligne de chemin de fer Congo-Océan où la puissance coloniale française commence par aller prendre des travailleurs à quelques centaines de kilomètres des deux côtés. Il y a une telle mortalité sur les travaux que tout le monde se planque, que les Français finissent par aller chercher des gens jusqu'au Tchad, à 2000, 3000 km plus loin, les amènent sur le chantier. Donc c'est vraiment du travail forcé de la pire espèce, non rémunéré, prévu dans un cadre légal, dans le cadre de décrets, notamment des décrets de 1912 sur les compensations, qui sont ces formes de travail forcé que la population indigène doit à la puissance coloniale, faute de pouvoir payer des impôts monétaires suffisamment importants. Donc on justifie comme ça le travail forcé. Donc voilà, on a des systèmes de domination coloniale, d'appropriation coloniale qui continuent très loin et qui relèvent d'une certaine forme de sacralisation de la propriété que l'épisode d'Haïti et d'abolition de l'esclavage sans doute incarne de la façon la plus extrême. On va venir à l'esclavage dans une seconde. Simplement, quand vous décrivez la façon dont les inégalités ont été justifiées, on essaye d'imaginer ce qui a pu se passer au moment de la Révolution française. Il y a eu des voix quand même pour dire que ça ne suffisait pas d'avoir une égalité juridique et que c'était important. Un Gracchus Babeuf, par exemple, la conjuration des égaux, c'est un peu ça. Mais la justification des inégalités est toujours restée quasiment plus forte jusqu'en 1914. Oui, alors, c'est pas parce que les choses se sont passées ainsi qu'elles devaient se passer ainsi. C'est-à-dire, je pense qu'elles auraient pu se passer autrement et on peut imaginer des déroulés événementiels au moment de la Révolution française ou plus tard au XIXe siècle, dans les différents épisodes révolutionnaires ou de changements historiques, pour que ça aurait pu... Il y a toujours différentes trajectoires. Moi, j'essaye de développer dans ce livre une vision non déterministe de l'histoire. C'est-à-dire, je pense qu'il y a, dans des moments de lutte, suivant comment les luttes sociales rencontrent les luttes idéologiques, j'essaye de montrer que
que l'histoire, c'est cette rencontre entre une conflictualité sociale et aussi des luttes intellectuelles qui s'appuient sur des savoirs, sur des expériences plus ou moins attestées. Les choses auraient pu tourner différemment. C'est-à-dire qu'à partir de 1792, il y a une expérience de suffrage universel et il y a quelques tentatives en 1793 d'impôts progressifs pour financer la guerre, mais sauf que justement, on est dans ce contexte de guerre très rapidement avec les puissances monarchiques voisines qui veulent venir étouffer la Révolution française, concrètement. Et donc, très rapidement, disons, il n'y a pas vraiment le temps que des formes apaisées de redistribution soient développées. Puis il y a une résistance farouche, évidemment, des propriétaires, de l'idéologie propriétariste, qui, je pense, est en partie sincère lorsqu'elle craint que si on commence à redistribuer, on ne saura pas où s'arrêter. Donc on aurait pu imaginer, il y avait des propositions déjà, on trouve des propositions par exemple de barème progressif d'impôt sur les successions, il y a des propositions de réforme agraire, mais qui ne se mettent pas en place. Il n'y a jamais pendant la Révolution française, par exemple ce qu'on observe en Irlande à la fin du 19e siècle, ou en Espagne ou au Mexique au début du 20e siècle, ou ensuite au Japon, en Corée après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des réformes agraires où on dit, bon voilà, au-delà de 2000 hectares ou de 1000 hectares, on va prendre les terres des propriétaires pour les distribuer aux plus petits paysans. C'est des expériences qui ont eu lieu dans beaucoup de pays plutôt avec succès en général, même si c'est jamais simple d'organiser sereinement ce type de partage. Mais il y a beaucoup d'exemples réussis dans l'histoire. La France, au moment de la Révolution française, ne fait pas ça. Et on se retrouve au contraire, dans beaucoup de cas, à transformer des anciens droits dits féodaux, qui s'appelaient encore corvées dans beaucoup de cas, dans beaucoup de territoires, en loyers sonnants et trébuchants. Donc il y a toute une discussion que je raconte dans le livre, qui a été étudiée notamment dans un livre de Ralph Blofarb, qui est un historien du droit américain, qui jette un regard sur la Révolution française dans un livre récent, vraiment absolument passionnant, et qui montre un peu l'incrédulité et les hésitations des différents protagonistes de ces débats. Donc que fait-on, par exemple, par rapport à des droits payés par un paysan à un seigneur qui s'appellent corvées, qui correspondent au fait de payer 1 jour, 2 jours, parfois 3 jours par semaine de travail non rémunéré sur les terres du seigneur. Donc certains disent, bon mais ça, si on appelle ça corvée, c'est bien la preuve qu'il y a eu une appropriation violente au départ, qui date du servage qui est censé avoir disparu il y a des siècles, mais dont visiblement les pratiques sont encore là. Les mots l'attestent. Et d'autres personnes majoritaires disent au contraire, mais non, mais écoutez, une corvée d'1 jour par semaine, 2 jours par semaine, c'est simplement un loyer équivalent à 1/7 ou 2/7 du produit de la terre. Donc si vous commencez à annuler ça, vous allez aussi supprimer tous les loyers. Donc ça colle pas à votre histoire, on va juste les réappeler loyers. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Et on voit bien que dans ces situations-là, la logique linguistique ne suffit pas à régler les choses. Et l'idée qu'on va aller regarder les origines de la propriété 3 siècles ou 5 siècles avant ne va pas les régler davantage, parce que les titres de propriété sont censés attester des origines de tout ça, mais les titres peuvent avoir été fabriqués par des cours juridictionnels contrôlés par la classe noble. De toute façon, les paysans se mettent à brûler les titres et les châteaux de peur qu'on leur ressorte des faux titres pour justifier le maintien du pouvoir contre eux. Donc la quête des origines ne permet pas de trouver la propriété juste. Et une solution à la lumière de l'histoire qui a plus de chances de fonctionner, c'est d'essayer de raisonner en fonction de l'ampleur de la propriété. C'est-à-dire une propriété raisonnable à l'échelle d'une exploitation familiale peut avoir du sens. Quand on possède une région entière, quand vous avez des milliers d'hectares, c'est pas raisonnable. Mais la peur de ne pas savoir où s'arrêter et de ne pas savoir justement avoir cette délibération raisonnable sur une propriété privée d'une ampleur qui reste à la mesure des besoins d'exploitation économique, cette peur-là fait qu'on n'ose pas au moment de la Révolution française et que finalement on sacralise la propriété et on crée finalement comme une nouvelle religion. Donc on a supprimé la classe cléricale et la classe noble avec une logique explicitement religieuse équilibrant une logique guerrière. Et finalement, on remplace ça par une nouvelle religion qui, par certains côtés, peut devenir encore plus oppressive, en particulier au niveau international, avec les accumulations coloniales, que la précédente.
Quand vous parlez de logique linguistique ou morale ou éthique, il y a un exemple qui est un peu le comble des justifications des inégalités, c'est celui de l'abolition de l'esclavage. Au fond, quel que soit le pays, si je me souviens bien que vous évoquez, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la grande question qui se pose alors aux représentants du peuple, c'est de savoir comment indemniser les anciens propriétaires d'esclaves, pas les esclaves. Oui, jamais les esclaves. Alors certains le proposaient quand même. Il y avait Condorcet en 1781 dans son livre de 1781 proposait non seulement qu'on ne compense pas les propriétaires, mais qu'on compense les esclaves en leur donnant une pension pour les vieux esclaves payés par les anciens propriétaires et même un accès à la propriété terrienne. Mais c'était un original qui n'était pas du tout dans la ligne principale de l'époque. Et c'est vrai qu'au moment où se passe l'abolition de l'esclavage, on se met à compenser financièrement les esclaves. Alors il y a plusieurs cas de figure. Le cas le plus frappant et le plus terrible aussi pour la France et pour la République française, c'est sans doute celui d'Haïti. Donc Haïti, c'était la plus grande île esclavagiste française au XVIIIe siècle. C'était un peu le joyau de la couronne, avec plus de 500 000 esclaves à la veille de la Révolution française. 90% d'esclaves sur l'île. Bon, c'est aussi là qu'une révolte d'esclaves se déroule dès 1791-1792, et où les esclaves prennent le contrôle de l'île, chassent les propriétaires. La Convention en 1794, la Convention nationale réunie à Paris, décrète l'abolition de l'esclavage avec beaucoup de générosité, sauf qu'en vérité, c'est surtout que les esclaves ont mis dehors les propriétaires et se sont révoltés tout seuls. Ensuite, l'esclavage sera rétabli par Napoléon, et puis finalement, il faudra attendre 1848 pour que les autres îles esclavagistes françaises, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, on finisse par abolir l'esclavage. Dans le cas d'Haïti, qui s'est libérée toute seule et se déclare indépendante en 1804, la monarchie française finit en 1825 par reconnaître l'indépendance d'Haïti et par arrêter de vouloir envahir l'île pour récupérer sa propriété esclavagiste. Mais si la monarchie française accepte de reconnaître l'indépendance d'Haïti, c'est uniquement parce que Haïti, de peur d'être envahi, a fini par accepter de repayer à la France une dette publique considérable, 3 années environ de production nationale d'Haïti, donc on dirait aujourd'hui 300% du PIB, avec ensuite des intérêts énormes qui vont être repayés par Haïti tout le 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle. Et la logique des Français, enfin des propriétaires français à l'époque, parce que c'est évidemment pas tous les Français qui étaient concernés par ce choix, mais la logique des propriétaires français et de la monarchie française, c'est de dire, voilà, vous nous avez exproprié d'une propriété, vous ne rapportez plus l'argent que vous nous rapportiez avant, donc vous allez payer pour compenser. Et c'est quelque chose qui, pour les intellectuels libéraux, dits libéraux de l'époque, est une évidence. C'est-à-dire en particulier Tocqueville, qu'on célèbre toujours pour son libéralisme. Pour lui, il se bat pour qu'on indemnise les propriétaires d'esclaves jusqu'au bout, avec une logique qui se veut imparable, qui est de dire, écoutez, si vous remettez en cause cette propriété-là, qui après tout, quoi qu'on en dise, a été acquise dans un cadre légal à l'époque, vous ne saurez pas où vous arrêter. Et en particulier, qu'allez-vous faire de quelqu'un qui a détenu des esclaves dans le passé et qui les a vendus il y a quelques années, qui maintenant détient des immeubles à Paris, des fabriques, je ne sais où? Vous allez forcément lui aussi le mettre à contribution, puisqu'il s'est enrichi avec les esclaves. Donc vous ne vous arrêterez pas là. Donc si vous commencez à remettre en cause le principe d'une compensation intégrale aux propriétaires d'esclaves, vous ne vous arrêterez pas là. Et donc la loi d'abolition finalement de 1848 indemnise les esclaves, de même que la loi britannique de 1833 indemnise les esclaves. Ça coûte énormément d'argent au trésor britannique et au trésor français, qui va en fait s'endetter, qui va augmenter la dette publique, qui sera ensuite repayée par plutôt les classes populaires, les classes moyennes qui payent, parce qu'à l'époque le système fiscal est quand même très régressif, donc c'est surtout des impôts sur la consommation, qui vont repayer finalement des sommes gigantesques qui ont été versées à un petit nombre de propriétaires d'esclaves. Et les États-Unis s'apprêtaient plutôt à faire la même chose, c'est-à-dire c'est ça qui était discuté aux États-Unis jusqu'à la guerre civile, sauf que l'ampleur de l'esclavage aux États-Unis fait qu'une compensation intégrale aurait vraiment coûté très cher. Alors les gens s'imaginaient des solutions. Aux États-Unis, tous les premiers présidents états-uniens sont des propriétaires d'esclaves. Jefferson, Monroe, Washington, les 13 présidents sur les 15 premiers avant Lincoln sont propriétaires d'esclaves. Donc c'est vraiment la norme absolue. Et quand ils en parlent de l'abolition de l'esclavage dans les années 1820, 1830, 1840, ils envisagent, pour eux, l'abolition doit se faire à 2 conditions. D'abord, une compensation intégrale. Et deuxièmement, une expatriation des esclaves vers l'Afrique. Parce que l'idée, c'est vraiment, une fois qu'on aura aboli l'esclavage, la cohabitation sera impossible. Donc finalement, ils vont finir par faire la ségrégation
dans le sud, mais au départ le projet c'était une ségrégation beaucoup plus forte, c'est-à-dire l'idée c'était de mettre un océan entre les deux populations. Il y avait vraiment l'idée que ça ne pourrait pas fonctionner ensemble, et donc Jefferson a des passages très clairs là-dessus, et il insiste sur la compensation absolue des propriétaires d'esclaves, là encore en disant on ne peut pas, enfin si vous expropriez quelqu'un comme ça sans compensation, c'est tout l'ordre social et tout le système de propriété privée qui va être remis en cause. Alors je sais, ça paraît complètement fou ce type de logique, mais en même temps, si on se pose la question aujourd'hui de ce qu'il aurait fallu faire, disons une abolition juste, il aurait sans doute fallu aller assez loin dans la redistribution générale des propriétés. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'aurait pas pu se contenter, et Tocqueville avait raison sur ce point, et c'est ça qui lui faisait peur, je pense qu'il aurait fallu le faire, mais c'est facile évidemment de dire ça un siècle et demi, 2 siècles plus tard. Il aurait fallu non seulement ne pas indemniser les propriétaires d'esclaves, mais il aurait fallu indemniser les esclaves, enfin donner, oui, une pension pour des esclaves vieux et invalides, mais aussi un accès à la terre pour les esclaves, pour qu'ils puissent enfin travailler et vivre de leur travail sans avoir à payer des loyers à des propriétaires pour qui ils avaient travaillé pendant des décennies, des siècles, dans des conditions terribles. Mais qui aurait payé cette compensation ? Bien, je pense que ça paraît logique de mettre à contribution non seulement les propriétaires d'esclaves, mais aussi d'autres propriétaires de fabriques industrielles qui s'étaient enrichis grâce à l'esclavage, grâce aux productions des plantations. Et donc, c'est vrai, ça aurait demandé une mise à contribution de toutes les personnes possédant beaucoup de choses et pas seulement à ceux qui possédaient beaucoup d'esclaves. Donc il aurait fallu aller assez loin, et c'est une leçon générale de l'histoire que j'essaye de tirer dans ce livre, c'est que finalement ce refus de débattre de la redistribution de la propriété lorsqu'elle prend des dimensions trop importantes, ça nous conduit à faire beaucoup de bêtises. Parce que c'est finalement cette sacralisation de la propriété, cette peur du vide qui fait qu'on a peur que dès qu'on tire un fil, tout va s'effondrer. On se retrouve à indemniser les propriétaires d'esclaves, ou on se retrouve dans d'autres contextes à sacraliser la propriété, quelle que soit son ampleur, à considérer qu'il y a un droit sacré quand on est propriétaire d'une ressource naturelle, à la sortir du sol et à balancer les émissions carbone en l'air comme un droit sacré de quelqu'un qui posséderait un gisement, enfin, ce qui est absurde puisque ça a des conséquences collectives, sociales, et donc ça demande une régulation collective et sociale. Mais voilà, cette peur du vide qu'on voit au XIXe siècle, elle nous poursuit très très loin. Dans le cas des États-Unis, parce que ça coûte beaucoup trop cher, cette compensation des propriétaires d'esclaves, ça se termine par la guerre, qui est finalement la seule façon de mettre fin. On aurait pu imaginer d'autres façons, mais ça aurait demandé une capacité de conviction face à des propriétaires d'esclaves qui considéraient que voilà, ils avaient le droit à être indemnisés, et c'était aussi la philosophie de Lincoln qui au départ envisageait une compensation graduelle avec une fin de l'esclavage qui aurait pu s'étaler encore sur un demi-siècle avec des compensations aux esclaves, et c'est parce que les propriétaires refusent cette compensation dont ils ont peur qu'elle soit que partielle que finalement la guerre civile se déclenche avec la fin qu'on connaît, et à la fin aussi des très fausses promesses aux esclaves qui sont faites dans la dernière année de la guerre en 1864. Il y a la fameuse promesse aux esclaves d'avoir une mule et 40 acres de terre. Et sitôt la guerre terminée, évidemment, cette promesse est oubliée. Les anciens esclaves n'auront jamais la mule et les 40 acres de terre, à tel point que c'est devenu le titre de la compagnie de production, société de production de films de Spike Lee, un réalisateur bien connu, qui appelle sa compagnie 40 Acres and a Mule, Mule and 40 Acres, en souvenir un peu de cette promesse trahie de la guerre civile américaine. Bon, si on lit les 2 premières parties de votre livre, il faut les lire avant d'en arriver à la 4e partie, on a quand même le sentiment que la nature humaine est bien faite pour justifier les inégalités. Mais il y a la 3e partie qui rappelle quand même qu'entre 1918 et 1980 à peu près, donc bien des endroits dans le monde, la réduction des inégalités a été un processus politique et économique qui s'est fait de manière relativement... Bon, après la Première Guerre mondiale, diront certains, mais en tout cas, c'est fait relativement aisément. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui commencent avant quand même. Je veux dire que la société française du XIXe siècle, malgré toutes ces inégalités, consacre une égalité face au droit, donc qui par certains côtés correspond quand même à une certaine forme d'émancipation par rapport aux sociétés d'Ancien Régime. Alors il y a pas de même, on voit des formes de redistribution terrienne, par exemple en Irlande à la fin du XIXe siècle ou en Suède au début des années 1910, qui commencent avant la Première Guerre mondiale. Donc je voudrais pas laisser l'impression que c'est seulement la guerre qui permet, seule la guerre permet la réduction des inégalités. Je pense qu'il faut plutôt voir
les chocs causés par la guerre mondiale, les deux guerres mondiales, 1914-1918 et 1939-1945, comme elles-mêmes les conséquences d'un espèce de besoin quelque part de redistribution. C'est-à-dire les très fortes tensions sociales du monde d'avant 1914, les très fortes inégalités contribuent à la montée des tensions, les inégalités internationales, le fait que chaque pays, et en particulier les deux empires coloniaux français et britanniques, sont lancés dans une course-poursuite pour accumuler toujours plus de richesses, d'actifs financiers, d'industries dans le reste du monde, ce qui nourrit la concurrence de l'Allemagne, nouveau venu sur la scène industrielle et qui se met à essayer de rentrer dans le jeu. Tous les mouvements d'indépendance vont aussi se nourrir de ces appropriations internationales démesurées. Donc finalement, les guerres elles-mêmes sont une forme de réponse totalement exacerbée à ces tensions créées par les inégalités sociales de la société d'avant 14. Et après, ça va donner lieu à une transformation assez radicale des conceptions même de la propriété, de l'économie. La crise des années 30, dans le cas des États-Unis, va être sans doute le facteur encore plus déterminant qui va conduire à la remise en cause radicale d'un capitalisme laissé à lui-même, qui finalement mène le monde au bord du gouffre et qui va conduire à des formes de régulation et en particulier de réduction des inégalités. Les États-Unis inventent à partir des années 20-30 des formes d'impôts progressifs sur les plus hauts revenus, les plus hautes successions, qu'aujourd'hui certains ont oublié, mais qui font partie de notre histoire et qui, pendant plus d'un demi-siècle, des années 20, 30 jusqu'aux années 80, font que les États-Unis ponctionnent à 70, 80, parfois 90% les très hauts revenus, mettons au-delà d'1 million de dollars de revenus annuels pour parler en revenus d'aujourd'hui, ou les très très hautes successions de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de dollars actuellement, qui sont ponctionnés à 60, 70, 80, 90%, parce que les États-Unis, d'une part, veulent pas devenir aussi inégalitaires que la façon dont ils perçoivent la vieille Europe du début du XXe siècle. Aujourd'hui, ça nous paraît très loin, cette perception de l'Europe comme hyper inégalitaire, mais c'était la perception à l'époque. Et puis aussi, la Grande Dépression, la crise des années 30, a montré les limites du capitalisme autorégulé. Et donc, il y a une espèce de mouvement de balancier qui conduit les pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe occidentale, à mettre en place des systèmes de régulation du capitalisme beaucoup plus forts. La concurrence du contre-modèle communiste, évidemment, est aussi un des facteurs qui pousse dans cette direction. Alors, comme le temps presse, on ne va pas rappeler ce qui s'est passé depuis les années 80, puisque vous l'avez évoqué souvent, et vous l'avez évoqué évidemment dans votre précédent livre aussi. Mais je voudrais arriver à la dernière partie du livre avec vos propositions. Très simplement, qu'est-ce que veut dire exactement le concept de propriété sociale et temporaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord propriété sociale, si vous voulez bien? Alors, derrière l'idée de propriété sociale, c'est que la propriété, elle est toujours sociale dans ses origines. C'est-à-dire que le fait d'accumuler de la propriété, ça dépend des infrastructures publiques, d'un système éducatif, de connaissances accumulées depuis des dizaines d'années, parfois depuis des siècles. Donc, il n'y a pas de propriété strictement privée, dans le sens où, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait créé une entreprise d'ordinateurs ou de logiciels, je ne sais pas, Microsoft, bon, Bill Gates, il n'a pas inventé tout seul les ordinateurs. C'est-à-dire les ordinateurs, c'est le fruit de recherches en informatique fondamentale qui se déroulent depuis des dizaines d'années avec plein de chercheurs, notamment publics, qui n'ont pas breveté chacune de leurs articles scientifiques et qui sont pareils avec leur carnet de chèques à chaque fois qu'on utilisait leur découverte. Donc, en ce sens, la propriété, elle est toujours sociale. C'est-à-dire que jamais aucun individu ne peut tout seul tout inventer sur quoi que ce soit. Donc après, on institue la propriété privée, donc des droits individuels sur différents types d'actifs, de possession, de logements, éventuellement de brevets, d'entreprises, de fabriques, uniquement dans la mesure où ça peut permettre de mieux coordonner les actions des uns et des autres. Mais il n'y a pas de raison de transformer en propriété privée l'intégralité certainement des connaissances qui ont été accumulées, enfin l'intégralité des processus sociaux qui ont permis le développement de ces actifs. Et ça, c'est quelque chose, ce dépassement, cette vision de la propriété comme d'abord sociale et avec un système juridique qui doit le refléter, c'est un mouvement qui
a eu lieu d'une certaine façon au XXe siècle, alors à des rythmes différents suivant les pays, mais un exemple que je cite beaucoup, et je pense qu'il faudrait prolonger à l'avenir, c'est ce qu'on appelle tous les systèmes de cogestion en Allemagne et en Suède, où vous avez un équilibrage, par exemple, entre les droits de l'actionnaire et les droits du salarié. Donc les représentants des salariés en Allemagne et en Suède ont entre un tiers, la moitié des voix dans les conseils d'administration, y compris dans les plus petites entreprises dans le cas suédois, c'est surtout dans les plus grandes dans le cas allemand. Et donc ce que j'appelle la propriété sociale, c'est partir de ces expériences-là et aller plus loin. C'est-à-dire, je pense qu'on pourrait non seulement appliquer ce type de système immédiatement. D'ailleurs, il y a des propositions en ce sens actuellement aux États-Unis. Des candidats démocrates à la Maison-Blanche proposent ça, ce qui n'a jamais été fait aux États-Unis, ce qui serait assez révolutionnaire. Le Parti travailliste au Royaume-Uni aussi le propose. En France, il y a eu des avancées timides, mais des avancées dans cette direction. Donc, je pense que ce mouvement peut se poursuivre, doit se poursuivre. Je propose de le compléter. On peut imaginer, par exemple, des systèmes de plafonnement des droits de vote pour les plus gros actionnaires individuels dans les plus grandes entreprises. L'idée générale, c'est de dire on a besoin de circulation du pouvoir. L'idée qu'une personne peut, à elle toute seule, détenir la vérité absolue sur comment organiser le travail dans une entreprise de milliers ou de centaines de milliers de personnes, c'est absurde. C'est-à-dire le fait qu'une personne ait eu éventuellement des bonnes idées à l'âge de 30 ans et inventé quelque chose ne garantit pas qu'à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans, à 90 ans, cette personne sera toujours à même de tout décider pour toutes les autres dans des entreprises qui ont une influence sur des milliers... Mais la critique généralement... Pardon. Oui. La critique qu'on vous fait généralement à ce moment-là, c'est de vous dire pourquoi quelqu'un viendrait investir sa fortune dans une entreprise s'il n'a pas les moyens de la diriger. Oui, mais personne, lorsqu'on crée une entreprise, personne n'a l'idée qu'à la fin, il va avoir 100 milliards. Vous voyez, l'idée que si on annonce aux personnes au départ, attention, vous ne pourrez pas avoir 100 milliards, vous n'aurez que 1 milliard, les gens vont se dire, oh là là, ça ne vaut pas le coup de travailler, seulement 1 milliard. Ouais, je vais... Non, enfin bon, ça tient pas la route. Si vous voulez, on s'invente des histoires, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a 25 ans ou 30 ans, il crée une entreprise, si déjà il arrive à avoir quelques millions, quelques dizaines de millions, c'est-à-dire pour l'immense majorité des créateurs d'entreprises, c'est déjà hors d'atteinte. Donc cette idée qu'on a besoin d'une hyper-concentration avec des centaines de millions, parfois des milliards, des dizaines de milliards aux mains d'une seule personne, et que faute de ça, le système ne peut pas fonctionner, est absurde. Et c'est démontré que c'est absurde pour une raison simple, qui est que on n'avait pas ce niveau de concentration de la fortune entre 1950 et 1990, et on avait une croissance encore plus élevée, beaucoup plus élevée que ce qui s'est passé depuis les années 90. Donc cette promesse réganienne des années 80 qui était de dire on a été trop loin dans la réduction des inégalités aux États-Unis, tous ces taux d'imposition à 70-80%, ça a ramolli les entrepreneurs anglo-saxons, et je vais diviser ça par deux, et vous allez voir ce que vous allez voir, ça va dynamiser la croissance, les revenus, les salaires américains vont croître comme jamais. Eh bien cette promesse, 30 ans plus tard, elle ne s'est pas réalisée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des récits très différents. D'une part, des récits qu'on voit notamment une partie du Parti démocrate qui veut revenir à une forme de redistribution, de progressivité fiscale avec des taux très élevés pour les plus hauts revenus, les plus hautes successions, et même la création d'un impôt fédéral sur la fortune qui est proposé par Elizabeth Warren, qui n'est pas une militante chaviste, qui est une professeure de droit à Harvard, voilà, qui fait ces propositions, qui se situent dans la... Beaucoup de gens sont étonnés par ces propositions, mais en fait, ça se situe dans la lignée de l'histoire, d'une bonne partie de l'histoire américaine au XXe siècle, qui a voulu limiter les inégalités parfois plus fortement que ce qu'on a voulu faire en France. Donc ces évolutions, elles se comprennent assez bien si on met les choses dans l'ordre. Donc vous avez ce récit qu'on voit dans une partie du Parti démocrate, et vous avez le récit opposé qu'on voit au Parti républicain, et notamment avec Trump, qui doit bien constater que la promesse réganienne de prospérité n'a pas fonctionné, et qui donc maintenant on arrive à un autre discours extrêmement dangereux de repli tribal et identitaire, consistant à dire bon, mais en fait c'est les Mexicains, là, les Chinois, enfin tous les gens qui sont pas comme vous, des Américains blancs, qui vous volent en fait le produit de votre travail, et tout irait bien si vous m'élisez et que vous me laissez leur taper sur la figure, et vous allez voir. Et alors ça devient complètement délirant comme discours, mais sauf que voilà, ça a sa part de succès, en partie parce que comme la promesse réganienne de prospérité par les baisses d'impôts n'a pas fonctionné,
ben, on a cette fuite en avant vers un discours nationaliste, essayant finalement de trouver une autre explication pour les échecs, qui est quelque chose qu'on avait déjà vu pendant la première moitié du XXe siècle, avec des formes de repli identitaire, qui étaient aussi une réponse aux échecs sociaux et économiques. Et pour ne pas en arriver là, vous proposez donc cet autre élément qui serait la propriété temporaire. Qu'est-ce que ça signifie, la propriété temporaire, finalement ? Alors, là encore, c'est vraiment dans la continuité de ce qui a été fait au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que quand vous avez, je mentionnais les États-Unis, mais ça a été fait aussi dans beaucoup de pays européens, des impôts sur les plus hautes successions qui atteignent des années 30 aux années 80, 70-80% sur les plus hautes fortunes, on est déjà dans une forme de propriété temporaire, parce que ça veut dire que vous accumulez quelque chose et qui au bout d'une génération, ne vous appartiendra plus. Moi, je propose de partir de ces expériences, d'aller plus loin pour faire circuler la propriété. Donc l'idée, c'est d'avoir une dotation en capital pour toute personne à 25 ans. Donc je propose, pour donner des ordres de grandeur et pour donner des horizons, je propose 120 000 € à 25 ans, ce qui représente 60% du patrimoine moyen en France. Le patrimoine moyen par adulte, c'est 200 000 €. La médiane, elle est à seulement 100 000 €, mais le haut de la distribution tire la moyenne vers le haut. Donc 120 000 €, ce serait... alors, il y a des personnes qui trouvent déjà ça beaucoup trop élevé, là, de donner ça aux enfants de classe populaire. Que vont-ils en faire? Sans doute plein de bêtises. Alors que par contre, des enfants de riches qui touchent des millions, des dizaines de millions, là, il n'y a pas de problème. Mais j'avais des questions quand même dans la presse dite libérale la semaine dernière ou la semaine d'avant, dans l'opinion, assez hallucinante, où on me disait mais quand même ça va pas diminuer les incitations au travail, est-ce qu'il faudrait pas contrôler ce qu'ils vont en faire, alors que voilà, quand des personnes héritent de centaines de millions, là ça leur paraît parfaitement bien, et si jamais on veut y toucher, c'est totalement liberticide. Donc bon, entre la liberté des enfants de riches et la liberté des enfants de classe populaire, il y a quand même là des visions très contradictoires qui se nouent. Donc moi, ce que je défends avec l'idée de propriété temporaire, c'est l'idée d'une société où tout le monde pourrait détenir, posséder quelques centaines de milliers d'euros, et où il n'y aurait pas des personnes qui en détiennent des milliards. Et donc effectivement, l'idée, c'est de réduire le taux de 90% sur l'impôt progressif sur les propriétés qui est mentionné dans le livre. Il faut préciser qu'il s'applique sur des fortunes supérieures à 1 milliard d'euros, même 2 milliards d'euros dans le livre. Donc une personne, bon, mettons 1 milliard pour simplifier, se retrouverait à posséder 100 millions. Mais enfin, 100 millions, ça permet quand même de faire des choses. C'est-à-dire que l'idée que les droits de l'homme sont irrémédiablement atteints parce qu'une personne à 1 milliard n'aurait plus que 100 millions, si ça permet actuellement la moitié de la population, ou même 60% de la population, n'hérite de rien du tout, et n'hérite de quelques milliers d'euros, et avec ça, avec 120 000 €, pourrait dans certains cas acquérir son propre logement, ce qui permet déjà de vivre de son salaire sans avoir à reverser une grosse partie en loyer, parfois à des enfants de propriétaires, et avec des dynasties qui se regroupent et qui se perpétuent comme ça. Ça peut permettre de créer une entreprise, ça peut permettre de participer à la répartition du pouvoir dans son entreprise. Ça permet d'aérer la société, de faire circuler le pouvoir. Et à nouveau, toutes les expériences réussies du XXe siècle, vous savez, au XXe siècle, il y a eu des expériences pour dépasser le capitalisme qui ont été des catastrophes. Le communisme soviétique, la propriété étatique hyper centralisée, ça a été une catastrophe. Mais à côté de ça, il y a des expériences qui ont bien marché. C'est-à-dire la propriété sociale dans la social-démocratie suédoise ou allemande, ça a été plutôt un grand succès. Ça a permis d'impliquer les salariés dans des projets d'investissement d'entreprise. Finalement, ça a plutôt augmenté la productivité d'ensemble, ça a plutôt limité les super salaires de cadres dirigeants qu'on a eu dans le capitalisme anglo-saxon. Ça n'a pas tout résolu, il faut aller plus loin que ça, mais il faut partir de ça. L'impôt progressif pour réduire les inégalités, ça a plutôt très bien marché, quoi qu'en ait dit le discours réganien à un moment. Et donc, moi, j'essaye dans ce livre de proposer, de revisiter ces expériences de façon aussi apaisée et sereine que possible, pour en tirer des leçons pour la suite. Alors c'est pas facile, parce qu'avoir un débat apaisé, serein sur ces questions d'impôts, tout le monde s'énerve très vite, c'est incroyable. Moi, même à gauche, à droite, non, je vous pose la question parce que vous avez été aussi approché pour donner des conseils à des candidats de gauche qui ne vous ont pas toujours entendu sur ces questions-là. Oui, enfin, moi, je m'adresse d'abord à tous ceux qui lisent des livres, qui s'intéressent aux livres. Je pense que finalement, le changement politique, il doit venir d'une appropriation citoyenne très large. Donc après,
les responsables politiques souvent se contentent de faire ce qu'ils perçoivent comme étant le nouveau consensus sur telle ou telle question. Donc moi, je crois plus dans l'idée d'essayer d'influer sur ce consensus que d'influer sur tel ou tel responsable. Je pense qu'on est tous responsables quelque part de ce qui, voilà, finalement de ce que les responsables politiques proposent ou ne proposent pas. Il y a sur ces questions, je crois, parfois beaucoup d'amnésie historique. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que tous ces débats qu'on a aujourd'hui, par exemple actuellement aux États-Unis sur des politiques de réduction des inégalités, c'est pas la première fois qu'on les a. Ils ont eu lieu, ces débats sur l'inégalité juste, sur la propriété juste, ont eu lieu pendant la Révolution française, ont eu lieu au XIXe siècle, ont eu lieu au XXe siècle. Et il y a quand même beaucoup d'expériences sur lesquelles on peut se fonder pour essayer de trouver une voie, dessiner un chemin qui sera jamais, il n'y aura jamais une certitude mathématique disant voilà, la propriété juste, elle s'arrête là, elle commence là. Il faut voilà, la délibération démocratique de chacun d'entre nous en se saisissant de ses expériences, aussi de ses expériences personnelles face aux questions de propriété et d'inégalité, apporte sa contribution. Mais ce qui m'inquiète parfois, c'est de voir comment il y a des interlocuteurs, voilà, dès que vous leur parlez comme ça de ces redistributions, montent complètement au plafond et n'arrivent pas. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien que chacun, voilà, apporte des éléments de réflexion, des expériences, compare ces périodes historiques de façon sereine. Bon, mais Mais au-delà de ces interlocuteurs-là, au-delà même des responsables politiques dont on parlait tout à l'heure, il va falloir quand même convaincre une partie de la population de la bonne idée que vous pensez avoir. Et on sort tout de même de 40 ans maintenant, quasiment, de discours, puisqu'on parlait d'idéologie et de justification, qui est plus proche du film Wall Street que des films de Ken Loach, quand même. Oui, ça évolue. Moi, je pense que finalement, il y a quand même un mouvement de long terme. Enfin, vous allez peut-être trouver que je suis indécrotablement naïf ou optimiste, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il y a un mouvement de long terme vers une forme de socialisme démocratique et de dépassement du capitalisme qui a commencé à la fin du 19e siècle, ou même avant, si on remonte jusqu'à la Révolution française ou avant, mais disons surtout depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, qui a été interrompu dans les années 80-90, mais qui reprend son cours depuis la crise financière de 2008 et de plus en plus fortement ces dernières années, parce qu'en fait, il y a un besoin de dépasser une sacralisation stricte de la propriété privée. Donc il y a eu cette interruption des années 80-90 qui est due. Il y a le discours réganien, mais il y a surtout, je crois, la chute du communisme soviétique qui a, de façon assez naturelle d'ailleurs, interrompu ce cours et qui a créé une forme de désillusion très forte et de résignation face à l'idée d'une économie juste et d'un dépassement du capitalisme. Et c'est vrai que cet échec dramatique du soviétisme oblige aujourd'hui à évidemment réfléchir, débattre de très près et très précisément à tout ce qui peut être proposé pour dépasser la propriété privée, sortir du capitalisme. C'est-à-dire que l'idée que voilà, on peut juste se reposer sur la conflictualité sociale, les luttes sociales, et qu'on verra, une fois la lutte terminée, on verra ce qu'on verra et on verra ce qui sera mis en place, c'est quelque chose qui me paraît, après le désastre soviétique, évidemment complètement inacceptable. C'est-à-dire qu'il faut débattre longuement, sereinement de ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que cet échec soviétique a longtemps pesé sur toute perspective de reconstruction de nouvelles formes de socialisme. Et il est temps, en même temps, 30 ans plus tard, voilà, de constater que ce retour de balancier, c'était en 89, la chute du mur. Moi, je suis né en 71, j'ai eu 18 ans en 89, là j'ai 48 ans, donc voilà, 30 ans plus tard, je pense qu'il est temps quand même de constater que le balancier a été beaucoup trop loin. Et de ce point de vue-là, la Russie poutinienne ou la Chine de Xi Jinping sont des exemples de pays qui vraiment ont renoncé à toute possibilité de réduction démocratique des inégalités. On a la Russie, c'est voilà, un impôt, un refus complet de l'impôt progressif, c'est 13% l'impôt sur le revenu, que votre revenu soit d'1 milliard de roubles ou de 1000 roubles. Bon, même Trump, il n'ose pas formuler ça comme ça. C'est-à-dire que on a vraiment basculé d'un extrême à l'autre.
Et c'est la même chose en Chine, où comme en Russie, il n'y a aucun impôt sur les successions. Donc vous pouvez devenir propriétaire par votre proximité avec le pouvoir de pans entiers de l'industrie chinoise, et vous transmettez ça à votre famille sans aucune forme d'impôt sur les successions. Hong Kong, c'est quand même l'exemple inouï, on en parlait beaucoup ces derniers jours, du seul pays dans l'histoire qui est devenu encore plus inégalitaire après être devenu communiste. Enfin, après avoir rejoint la République populaire de Chine sous le contrôle du Parti communiste chinois, ils ont supprimé leur impôt sur les successions pour faire comme la Chine populaire, alors que dans Taïwan capitaliste, ou dans la Corée du Sud capitaliste, ou le Japon capitaliste, vous avez un impôt sur les successions de 50% sur les plus grosses fortunes. Donc si vous voulez transmettre, si vous êtes très riche en Asie et que vous voulez transmettre votre fortune, il faut aller mourir en République populaire de Chine. C'est quand même une situation assez hallucinante qui montre l'ampleur du basculement idéologique qui a suivi l'échec du stalinisme et du maoïsme, qui a complètement vacciné la Russie et la Chine contre toute perspective de réduction des inégalités. À vrai dire, beaucoup de gens dans la population russe chinoise auraient préféré un mouvement plus vers des sociétés social-démocrates. Mais il y a des élites au pouvoir qui se sont aussi servies de ces échecs du stalinisme, du maoïsme, pour se servir elles-mêmes et pour devenir les nouveaux maîtres du pays en accumulant d'énormes propriétés. Voilà, nous, on est 30 ans après ça. Il est temps de passer à autre chose, en particulier en voyant l'échec de ces sociétés post-communistes et en essayant d'inventer des formes de socialisme démocratique qui soient évidemment très, très différentes de ces expériences dramatiques. Dernière question, quand vous voyez Occupy Wall Street, quand vous voyez Notre-Dame-des-Landes peut-être, quand vous voyez toutes les initiatives qui sont lancées un peu partout dans le monde d'ailleurs, qui appellent quelquefois de manière plus brutale que ce que vous décrivez dans les débats que vous avez décrits dans votre livre, donc qui appelle à une société plus égalitaire sur le plan économique, vous accompagnez comme intellectuel, comme chercheur, ou est-ce que vous considérez que votre rôle reste quand même plutôt d'écrire, de chercher et de publier, plutôt que d'accompagner ces mouvements ? Moi, je vais très souvent dans des manifestations et j'accompagne ces mouvements, enfin dans la mesure de mes possibilités. Je n'ai pas été vivre dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Tous ces mouvements, je pense, sont porteurs de quelque chose d'intéressant. En même temps, j'insiste sur le fait, et c'est un peu la leçon principale du livre, que le changement historique a besoin de lutte sociale, il a aussi besoin de lutte idéologique, de délibération, de partage d'idées. C'est-à-dire que la lutte en tant que telle, la conflictualité pure, le conflit social pour le conflit social, en soi, n'apporte pas forcément les débouchés politiques, institutionnels qu'on pouvait espérer au départ. Donc ça me paraît très très important. La différence, comme je le dis à la conclusion du livre, entre la lutte des classes et la lutte des idéologies, c'est que la lutte des idéologies, ça demande la délibération, ça demande la concertation. C'est-à-dire jamais personne n'aura la vérité absolue sur le régime de propriété juste, le régime fiscal idéal, le régime éducatif parfait. Et certainement pas moi. Moi, je propose des pistes sur la base des expériences historiques que je raconte, mais ce sont des pistes temporaires, provisoires, imparfaites. Donc on a besoin... Voilà, on a besoin de débattre et les solutions ne peuvent pas être uniquement au niveau local, hyper local. Il y a aussi besoin, toutes les formes d'organisation alternative économique, d'organisation coopérative qui peuvent se développer au niveau local sont très intéressantes. Mais en même temps, on a besoin aussi d'un changement du système légal au niveau national. Et donc, on a donc besoin de prise de pouvoir et de changement du système légal au niveau non seulement d'un pays, mais au niveau de l'organisation de la mondialisation dans les traités internationaux qu'organisent les relations économiques entre pays. Et l'action hyper locale bute quand même très vite sur le fait que si on attend que toutes les entreprises d'elles-mêmes deviennent des coopératives et des lieux de circulation du pouvoir sur une base volontaire de la part des actionnaires, on risque d'attendre très très longtemps. Donc voilà, il y a ce besoin de changer le système légal, fiscal. Il vous reste plus qu'à devenir candidat. Non, je crois pas. Je pense qu'on a assez de candidats comme ça. Vous savez, il n'y a pas de... On n'a pas besoin de personnes supplémentaires comme ça qui s'imaginent voilà, sur des portraits dans des mairies qui ont plutôt besoin d'être déboulonnés, je pense, que d'être sacralisés. Non, moi, j'ai pas du tout ce type de fantasme. J'ai un autre type de folie qui est d'écrire des livres, hein, de mettre son nom sur un livre. Ça, c'est déjà une certaine forme de folie, d'une certaine façon. Mais bon, ça me paraît être plus doux comme folie. Et en tout cas, c'est
c'est très coopératif, parce que je veux dire une chose quand même pour conclure, c'est que ce livre, c'est le produit d'un travail collectif, hein, qui implique littéralement des dizaines, des centaines de chercheurs de par le monde qui ont collecté des données, des dizaines d'auteurs de sciences sociales que je cite à longueur de page. Donc voilà, tout ça, c'est un travail collectif. Je pense que c'est ce que j'arrive à faire de mieux, et c'est ce que je vais continuer à faire. Merci Thomas Piketty. Je vous propose de prendre le micro, qu'on vous tendra si il y a déjà beaucoup de bras levés. Alors peut-être. Ben voilà, le micro était... Bonjour et merci d'abord parce que toutes les paroles que vous avez sont vraiment porteuses de beaucoup d'espoir et de pas d'optimisme, mais une force de conviction qui nous donne envie d'avoir la même. Donc déjà pour ça, en tant que chercheur. Et puis ensuite, ma question, ce sera une question sur l'Europe et les institutions européennes, parce que je me demande, à l'orée d'une nouvelle commission européenne qui a été élue en juillet et qui va être confirmée d'ici novembre, qui est très axée sur écouter les gens et faire fonctionner une institution fédérale qui ne produise pas autant d'inégalités tout en restant libérale et dans des règles libéralistes très strictes. Est-ce que vous pensez que l'orientation que semble prendre cette commission avec les personnes qui ont été choisies peut fonctionner? Et est-ce que vous pensez que la précédente commission, qui avait également une ambition pour être plus horizontale et pour faire fonctionner les décisions de façon plus horizontale, elle aussi, a été dans quelle mesure un succès? Oui, alors donc quand même pour remettre les choses en perspective, donc la commission précédente, enfin, qui est toujours formellement encore en place, dirigée par Jean-Claude Juncker. Donc Jean-Claude Juncker, c'était quand même pas un petit nouveau sur la scène européenne, hein, puisqu'il avait été pendant 15 ans Premier ministre du Luxembourg, ministre des Finances du Luxembourg, et à ce titre à la tête du principal paradis fiscal de l'Union européenne. Et quand il a commencé son mandat, il y a eu donc ce fameux scandale LuxLeaks développé par des journalistes, montrant que quand il était Premier ministre, ministre des Finances du Luxembourg, il trouvait que le taux de 10% sur les bénéfices des sociétés imposés par la loi luxembourgeoise n'était pas suffisamment bas, et donc il avait signé des deals particuliers avec les entreprises pour les réduire à 0%. Et quand on lui a demandé dans Le Monde pourquoi il faisait ça, il a dit vous savez, mon pays était en train de perdre sa base industrielle dans les années 80, et donc il fallait trouver une nouvelle spécialisation, un nouveau modèle de développement, et donc on s'est dit qu'on allait chaparder la base fiscale des voisins comme nouveau modèle de développement. Bon. Je ne caricature pas, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a expliqué, et c'est ça qui s'est passé. Donc, comme perspective coopérative à la tête de l'Union européenne, on peut trouver mieux. C'est-à-dire que je pense que c'est quand même étrange comme choix de dirigeants. Alors, à cette aune-là, les nouveaux dirigeants actuels sont peut-être moins marqués que ça, et on peut espérer que sur les questions de justice fiscale et sociale, il y ait plus d'ambition. En même temps, si je voulais faire mauvais esprit, si je vois Ursula von der Leyen et puis Christine Lagarde, on est un peu c'est le Merkozy de 2005 qui revient. C'est-à-dire que c'était 2007, c'était la Dream Team de 2007 qui était au pouvoir côté allemand et côté français, qui a quand même eu une action au niveau de la crise de la zone euro absolument catastrophique, hein, puisqu'on a créé par un tour de vis budgétaire en 2011, 2012, 2013, on a refait plonger l'économie européenne en récession, alors que les États-Unis se relevaient de la crise financière de 2008, dont ils étaient pourtant à l'origine, mais ils ont eu finalement moins de dogmatisme budgétaire des États-Unis, donc se sont relevés plus vite. Et ce très mauvais trajectoire suivi en Europe a eu des conséquences extrêmement graves, puisque ça a conduit à la montée du chômage, ça a conduit à un durcissement des attitudes face à l'immigration. Bon, ce n'est pas uniquement la conséquence de montée du chômage, mais c'est aussi la conséquence évidemment de l'exploitation politique du thème migratoire par les organisations xénophobes que l'on connaît. Et tout ça dans un contexte où la crise au Moyen-Orient
Moyen-Orient, en Syrie, aurait dû au contraire conduire à un peu plus d'ouverture des frontières. On les a fermées très brutalement à cause, en partie, de cette montée du chômage et de cette très mauvaise stratégie européenne pour sortir de la crise financière de 2008. Donc tout ça pour dire que les dirigeants qui se sont succédés depuis 10 ans en Europe peuvent quand même difficilement de présenter un bilan dont on puisse être satisfait. Il y a quelque chose quand même qui s'est très très mal passé. Je pense, et alors là pour finir sur une touche beaucoup plus optimiste, parce qu'en fait on a peur de la démocratie. C'est-à-dire qu'on veut contourner. Moi je souhaiterais en Europe qu'on ait une assemblée européenne constituée en partie autour du Parlement européen actuel, mais aussi en partie autour des députés nationaux, les députés du Bundestag allemand, de l'Assemblée nationale française, parce que je crois que la légitimité pour en particulier adopter des budgets, des systèmes de sécurité sociale, des systèmes d'impôts, elle est dans les parlements nationaux, et que les contourner complètement n'est pas une bonne idée. Je pense qu'au contraire qu'il faut les obliger à se transformer en co-législateurs européens pour avoir une vraie légitimité, pour résoudre ensemble les problèmes de dette publique, les problèmes de transition climatique, les problèmes migratoires. Donc je pense qu'on aurait besoin d'aller dans cette direction, si nécessaire avec moins de pays. C'est-à-dire que si, dans un premier temps, c'est uniquement la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne qui peuvent choisir plus d'approfondissement en matière de justice fiscale, de justice climatique, eh bien, il faut le faire avec les pays qui sont prêts pour aller plus loin et convaincre le plus vite possible les autres pays à rejoindre. Attendre que les 28 pays soient prêts à aller dans un modèle de développement plus intégré, avec de plus fortes ambitions climatiques, sociales, fiscales, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que là, le risque, c'est que l'Union s'effrite petit à petit. Ce qui s'est passé, évidemment, avec le Brexit, ce serait trop facile de dire que voilà, c'est de la faute uniquement des conservateurs britanniques et des penchants anti-européens de l'électorat britannique. Je pense que ça peut arriver, malheureusement, dans d'autres pays européens, et que ça questionne quand même sur le divorce d'une grande partie de l'électorat, en partie des classes populaires, des classes moyennes, vis-à-vis du projet européen. Je montre dans le livre, dans les derniers chapitres du livre, comment, lors du vote sur le Brexit, il n'y a que les 30% les plus favorisés en termes de niveau de revenus, de diplôme, de patrimoine, qui ont soutenu le maintien dans l'Union européenne. Les 70% les plus pauvres ont rejeté le maintien dans l'Union européenne. Et on retrouve exactement la même chose pour le référendum français de 2005 et le référendum français de 1992. Donc à un quart de siècle de distance, dans deux pays pourtant réputés différents, la France et le Royaume-Uni, dans leur attitude face à l'Europe, on observe un divorce des classes populaires, des classes moyennes au sens large, face à l'idée européenne. Et donc on ne peut pas... C'est trop facile de dire voilà, c'est comme ça, c'est un malentendu, ces personnes n'ont pas bien compris, ils vont finir par comprendre. Moi, je suis profondément fédéraliste, internationaliste, mais je pense qu'il faut développer vis-à-vis de l'Europe une nouvelle approche que je baptise dans mon livre de social fédéralisme, c'est-à-dire qui mette au cœur d'un projet fédéraliste des objectifs sociaux de réduction des inégalités sur le plan éducatif, sur le plan du salaire minimum, sur le plan de la justice fiscale. Et là, on fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'on continue d'instrumentaliser l'Europe au bénéfice finalement très souvent d'une politique de classe et d'une politique antisociale. Je donne un exemple, mais au moment de la suppression de l'impôt sur la fortune qui a été mise en place par ce gouvernement, donc qui a été financé en partie par des hausses de taxes de CSG sur les retraités, de taxes sur les carburants payées par les plus modestes, qui a conduit à la révolte fiscale que l'on connaît. Mais un des arguments pour la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est de dire regardez, maintenant tous les capitaux partent partout, on ne sait plus qui possède quoi, donc on ne peut plus rien faire, etc. Bon, alors d'abord, c'est en grande partie faux. C'est-à-dire, en vérité, malgré cette absence de coopération fiscale en Europe, les recettes de l'impôt sur la fortune progressaient à très vive allure, avaient été multipliées par 5 au cours des 20 dernières années. Donc c'est pas vrai que tout le monde partait. On avait un impôt très dynamique qu'on aurait tout à fait pu maintenir et qu'il faudrait réintroduire. Mais en tout état de cause, même si cet argument avait été vrai, c'est quand même très très bizarre de commencer par organiser la libre circulation des capitaux en Europe sans aucune coordination, justement pour savoir qui possède quoi où. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire, dans les années 80-90, on a fait des traités, en particulier dans le cadre du traité de Maastricht de 1992, qui organisent la possibilité de transférer
tout ce qu'on possède dans un autre pays en appuyant sur un bouton, sans qu'il y ait le moindre échange d'informations sur qui possède quoi où, et la moindre régulation fiscale et sociale collective. Donc on commence par faire ça, et après on dit « Ah ben mince alors, c'est ballot, on sait pas qui possède quoi où, on peut rien faire et tout. » Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un truc naturel, c'est pas tombé du ciel, cette possibilité de déplacer. Il n'y a pas de droit sacré à profiter des infrastructures d'un pays, du système éducatif d'un pays, et après pouvoir tout transférer ailleurs sans payer le moindre impôt. C'est une construction légale extrêmement sophistiquée, un système légal très sophistiqué qui permet de faire ça. C'est une construction idéologique et politique très sophistiquée dont il va falloir sortir. Dont il va falloir sortir en proposant des alternatives, donc des nouveaux traités européens. C'est-à-dire que je pense que c'est très important sur ces questions internationales de ne pas se contenter de dire ce qu'on n'aime pas, il faut aussi dire ce qu'on aime. Donc on peut dire non à certains traités à condition d'en proposer d'autres, mais c'est possible de réécrire certains de ces traités et je pense qu'on finira par y arriver. Quand, ça, je ne peux pas vous dire. Dieu merci, vous avez répondu à 4 questions en une seule. Donc comme ça, on va... Parce qu'il ne nous reste que 5 minutes, donc il nous reste 2 questions peut-être. Bonsoir, Monsieur Piketty. Je suis pour la parité, donc si ça peut être un coup un homme, un coup une femme, ça sera super, mais je ne sais pas où sont les micros pour l'instant. Madame, peut-être devant au premier rang. Ah oui. Non, je ne suis pas une femme encore. Tu veux ? Bon, oui, Monsieur Piketty, une question rapide. Je souhaiterais que vous contribuiez... Non, oh ben, j'ai rien dit, alors je m'arrête. Là, je crois que vous n'allez pas pouvoir poser votre question. Oui, je ne vais pas pouvoir parler. Et on va passer... Oui. Alors, une question de madame, et puis après, je reviens vers vous, je vous promets. Mais il vous faut un micro. Merci. Non, il faut un micro. Ah non, il faut... Non, mais monsieur, allez-y. Bonjour, allez-y, madame. Merci pour le micro. Moi, mon questionnement, c'est mon inquiétude, c'est les économistes par rapport à l'urgence climatique. Vous n'en avez pas parlé une seule minute, et je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, en fait, effectivement, ça fait partie du problème écologique, l'inégalité, mais est-ce qu'on aura le temps de ce que vous proposez? Alors, vous exagérez quand même un petit peu, j'ai parlé plusieurs fois de justice climatique, mais vous avez raison, on ne pourra pas résoudre ces problèmes de justice climatique sans une très forte réduction des inégalités. C'est-à-dire que je pense que séparer les deux problèmes et considérer la question climat indépendamment de cette question sociale est une grande erreur. Et moi je me méfie beaucoup d'un risque parfois d'instrumentalisation de la question climat, où on évoque la nécessité d'un changement de système, mais sans vraiment aller au cœur de la réflexion, et en particulier, voilà, si on veut remettre en cause le système de pouvoir qui existe actuellement dans le système capitaliste actuel, il faut mettre au cœur la question du régime de propriété, de si on ne veut pas de cette propriété, je pense qu'on n'y arrivera pas autrement. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse régler le problème climatique et aller vers la sobriété énergétique avec le niveau d'inégalité qu'on a actuellement dans le système économique, je pense que ça ne marchera pas. D'abord parce que, comme je le montre dans le livre, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je présente dans ce livre des nouvelles estimations issues de recherches menées avec Lucas Chancel en particulier, montrant que les 10% les plus gros émetteurs du monde émettent à eux seuls la moitié des émissions carbone. Les 1% les plus gros émetteurs émettent plus que la moitié du monde qui émet le moins de carbone. Donc déjà, si vous ne commencez pas par réduire fortement ces émissions-là, qui représentent beaucoup en tant que telles, vous mettez beaucoup de difficultés devant vous. Puis surtout, d'un point de vue politique, c'est très très difficile d'attendre que les classes moyennes et les classes populaires changent leur mode de vie si certains au sommet continuent d'émettre sans limite. Donc je pense vraiment qu'il n'y a juste aucune chance d'y arriver si on n'a pas en même temps ce très fort mouvement de réduction des inégalités, de dépassement de l'hypercapitalisme, qui serait nécessaire, y compris sans le défi climatique. Mais il se trouve que le défi climatique le rend encore plus urgent et peut être éventuellement un levier de changement à condition de ne pas instrumentaliser cette question climat. Ah, bien sûr, mais de toute façon, attendez, alors, soyons très clairs, la notion même de croissance doit être complètement repensée, et vous verrez si vous regardez la partie du livre qui en traite, l'idée que quand vous sortez des richesses naturelles qui étaient déjà sous terre, que vous les remontez en haut,
et que vous balancez les émissions carbone dans l'espace et que ce qui va dégrader le climat sur Terre, que ça correspond à une création de richesse, est une idée complètement folle. C'est-à-dire que c'est toute la notion de comment vous mesurez le produit intérieur brut qui déconne complètement. Donc là, clairement, moi je propose d'autres notions. Je parle beaucoup plus de revenu national que de produit intérieur brut, justement pour retirer toutes ces dégradations de capital naturel qui ne sont pas de la création de richesse. Donc là, c'est tous les indicateurs de comment on définit la richesse économique qui doivent être complètement repensés. Bien, je vous annonce que pour les autres questions, il faudra que ça soit devant Thomas Piketty à la librairie parce qu'on n'a plus de temps et on me signale qu'il faut quitter cette salle. Merci à toutes et à tous et merci Thomas Piketty.